Voilà, nous avons en direct un des signataires, un des tout premiers, Monsieur Adan Abdou de Djibouti. Allô, Monsieur Adan Abdou, bonjour. Bonjour. M'entendez-vous bien? Bien, oui, je vous entends bien. D'accord, voilà. Donc, comme promis, on avait souhaité vous avoir au téléphone, pour parler de ces accords qui viennent de l'accord cadre, on va dire pour le moment, qui viennent donc d'être signés à Djibouti. Beaucoup de questions que l'on se pose, surtout ici au niveau de la diaspora. Et nous aimerons éclaircir avec vous pas mal de choses. Mais d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à dire que je sais que vous avez été interviewé, enfin que vous avez participé plutôt à une conférence téléphonique qui avait été assez houleuse, où certains propos que j'ai trouvés très très mal placés ont été déversés sur vous. Dites-vous qu'au niveau de la diaspora n'est pas unifiée, n'est pas une, et que certaines phrases ont été très très déplacées et on regrette tout ça. En tout cas, une partie de la diaspora vous présente même ses excuses pour ces attaques frontales qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Voilà, cette mise au point terminée. Commençons donc. Bonjour Monsieur Adan Abdou, et d'abord, qui êtes-vous, quel est votre poste au sein de l'USN, histoire de faire connaissance. Au sein de l'USN, je suis membre du Haut Conseil. Je suis le premier vice-président de l'ARD, qui dirige aujourd'hui l'USN. Et j'étais jusqu'à présent aussi le vice-président de l'Assemblée nationale légitime, qui va très prochainement organiser une session pour s'auto-dissoudre. Donc, je suis de l'autre syndicaliste aussi, je suis le secrétaire général de l'Union djiboutienne du travail. D'accord. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez, les fameux accords cadres. Ces accords cadres ont été signés, il y a eu une très grosse fête à Djibouti et autres. Voilà, on n'a pas pu s'empêcher de faire quelques petits parallèles. À savoir, Monsieur Adan Abdou, on a eu déjà les premiers accords qui avaient été signés avec le fruit d'armée de l'époque, avec Monsieur Ogure Kifle, avec Monsieur Jean-Marie, entre autres. Et par la suite, on a eu deuxième accord. Celle-ci aussi avait été signée en grande pompe et autres avec Monsieur Ahmed Dini, Allah yarhamou. Et donc on assiste finalement à un troisième accord qui est en train d'être signé avec l'opposition et le gouvernement. Dites-moi juste rapidement pourquoi ce qui n'avait pas été respecté lors des deux premières signatures le sera aujourd'hui. Nous, lorsque nous sommes face à un régime et que la lutte politique a été aussi intense que ces derniers mois, toujours il y a un proverbe afar qui dit ça veut dire c'est lorsqu'on se bat on se réconcilie. Donc c'est nous qui avions demandé en premier ce dialogue, parce que nous voulions sortir d'une crise qui avait très mal commencé, qui avait commencé par la répression des militants de l'USN. Et donc, nous savons que les deux derniers accords n'ont pas été respectés. Par contre, celui de 1994, ceux qui l'ont signé disent qu'il a été respecté, mais nous savons très bien qu'il n'a jamais été respecté. Et d'ailleurs, d'aucuns l'ont considéré à l'époque comme réussi. En tout cas, il y a eu un deuxième accord avec Ahmed Dini. C'était un très bon accord, accord auquel j'ai participé. J'ai été co-président de la commission de la décentralisation. Nous avions fini l'accord, ça nous avait pris quand même 1 an et demi, 18 mois aussi, comme celui-ci, et malheureusement, il n'a pas été appliqué. Donc aujourd'hui, même si nous souhaitons que ça soit appliqué, nous n'avons pas d'autres garanties que nous-mêmes. Aujourd'hui, le contexte est différent. Au niveau international comme au niveau national, le contexte n'est pas le même. Et le garant de cet accord aujourd'hui, c'est nous, l'USN, et le peuple djiboutien qui sont derrière nous.
Et donc, c'est parce que nous avons confiance en nous et que nous avons confiance en notre peuple que nous avons signé cet accord. Et il est aujourd'hui différent des autres accords parce que c'est toute la communauté nationale djiboutienne, toute communauté confondue qui sont derrière cet accord, et je crois que il n'y a pas d'autre porte de sortie pour le régime que de l'appliquer. D'accord. Maintenant, un deuxième point qui nous laisse un peu perplexe aussi. On entend souvent parler d'une espèce de délai de carence de à peu près 30 jours pour que certaines clauses de cet accord-là soient respectées. Pouvez-vous nous parler de quel est ce point-là exactement, de quoi il en retourne? Voilà, le deux points qui va être négocié en 30 jours et donc clos en 30 jours, ce sont les deux fameux points qui sont le CENI et le statut de l'opposition. Nous avions préconisé jusque-là que ces deux points soient donc traités avant la signature et que la loi qui en parle soit annexée. Le gouvernement s'était refusé à cela et il y avait eu un blocage qui a duré plusieurs mois. Donc maintenant, en dernier ressort, ce blocage n'étant bon ni pour l'opposition, ni pour d'ailleurs le gouvernement, il fallait que le pays aujourd'hui, de cette crise, à une année de l'échéance d'une élection aussi importante que la présidentielle, on puisse sortir de ce blocage. Alors on a trouvé un compromis. Avant, le gouvernement voulait que ces points soient discutés à l'Assemblée nationale et bien après la signature de l'accord. Le compromis que nous avons trouvé, sous week-end, avant nous voulions que ça soit annexé, mais sous week-end, il faudrait que les lois que nous avons proposées, parce que nous avons proposé une loi concernant la CENI et une loi concernant le statut de l'opposition. Elle sera discutée et traitée dans les 30 jours avant qu'on aborde les autres questions, parce qu'il faut savoir que ceci, c'est un accord cadre qui a défini les points qui vont être discutés. C'est une porte, c'est la porte qui est ouverte pour les discussions. Ce n'est pas la fin, parce que à la fin, lorsqu'on aura tout discuté, il y aura un accord définitif qui sera signé. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Et donc, nous voulions en préalable avoir que le gouvernement accepte ces deux lois, mais comme il s'est refusé et que ça nous a pris beaucoup de temps, nous avons trouvé un compromis dans les 30 jours, sous 8 jours après l'application de l'accord, que nous le traitions d'urgence et en priorité. C'est ça. D'accord, mais une fois ces 30 jours passés, d'accord, est-ce que cet accord-là va faire l'objet d'un vote quelconque au niveau des députés, ou alors est-ce qu'il sera adopté automatiquement? Voilà, s'il y a un accord dans les 30 jours sur ces deux lois, ça va être remis au président de la République qui va le soumettre et l'adopter au niveau du Conseil des ministres, et il va être envoyé à l'Assemblée que pour l'adoption. D'accord. Maintenant, juste une question, s'il vous plaît, qui évidemment ne peut que nous tarauder. Et si jamais il n'y a pas accord entre vous et le gouvernement à propos du CENI et puis des partis d'opposition au bout de ces 30 jours-là, qu'est-ce que vous vous êtes réservé comme porte de sortie, on va dire? Vous savez, lorsqu'on négocie, il faut toujours prévoir qu'il peut y avoir un échec comme ça peut être un succès. En cas d'échec, aujourd'hui, nous ne pensons pas que ce sera un échec, nous sommes optimistes, mais si c'est un échec, l'USN va prendre ses responsabilités et on va rediscuter et on verra, on va prendre les mesures qui s'imposent avec tout l'USN, y compris nos représentants de la diaspora, ainsi que le peuple. Et donc, l'USN sera toujours là et va continuer à réclamer ces deux points. D'accord pour ça, on verra et puis on attendra.
Maintenant, parlons au niveau de l'USN. On a senti quand même très fortement, je veux dire, une certaine fébrilité lors de ces accords-là. Entre autres, il nous est apparu ici, parce que évidemment on manque d'informations, soit dit en passant, hein, un petit reproche que l'on vous fait, c'est que vous êtes plutôt avare en informations auprès de votre diaspora. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en nous. Cette parenthèse-là fermée. Nous avons donc senti une certaine fébrilité par rapport au parti MRD de Monsieur Daf et par rapport au modèle. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Apparemment, à Djibouti, nous n'avons pas remarqué. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on est entre nous, au sein de l'USN, au sein du Haut Conseil, les débats sont démocratiques. Chacun peut donner son avis. Il peut y avoir des gens qui font des réserves, d'autres qui approuvent, d'autres qui, donc... Mais, en tout état de cause, le premier jour, lorsque on a amené ces débats au niveau du Haut Conseil, le Haut Conseil, dès le premier jour, a à la fin eu la même position. Donc, d'ailleurs, les modèles n'ont jamais eu de réserve, comme d'ailleurs le MRD. Par contre, on a été surpris de voir les membres de la diaspora insulter certains, donc s'étonner de cet accord et dire que l'USN a failli à sa mission, qu'elle a trahi le peuple. Pour nous, c'était incompréhensible. Et d'ailleurs, lorsqu'on m'a questionné lors de la conférence téléphonique, je leur avais dit, c'était avant la signature de l'accord, que tous les SN étaient réunis et qu'ils allaient voir le jour J que nous sommes tous ensemble. Et d'ailleurs, ça s'est révélé juste. Et vous n'avez pas manqué aussi de voir que tout le monde était là, et que ce soit les modèles, que ce soit les MRD, que ce soit l'ARD, que ce soit tous les partis politiques étaient derrière cet accord et tous les militants de l'USN aussi ont approuvé l'accord. Donc, pour nous, il n'y avait pas de problème. Mais peut-être que, vu de loin, vous avez peut-être constaté auprès de certains militants qui n'avaient pas encore eu de nouvelles, donc des positions isolées ou, par exemple, qui étaient faites non pas en connaissance de cause, mais comme ça instinctivement. Mais sinon, à l'USN, tout se décide donc ensemble, oui, de façon démocratique et autre. Mais donc vous nous confirmez que ni Monsieur Daf ni les gars du modèle n'ont émis certaines critiques par rapport à cet accord. Non, mais seulement non seulement Daf, non seulement les modèles, mais tout le monde se sont demandé quelle sera l'issue de cet accord. Est-ce que bon, il y a beaucoup de questions qui se posent. Tout le monde s'est posé ces questions et à la fin on a dit parce que nous avions confiance en nous avions confiance au peuple qui nous suit, et donc nous nous sommes dit nous n'avons rien à perdre, peut-être que nous avons tout à y gagner, parce qu'il faudrait que ces blocages soient levés pour que nous allions de l'avant et que nous changions de stratégie qui prévalait jusqu'à maintenant. Et donc je vous confirme qu'il n'y a pas eu de problème notable de la part d'aucun parti qui compose l'USN. Parfait, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Maintenant, revenons, on est à Djibouti. Djibouti, ça reste aussi à l'image des partis politiques, bien entendu, et même à l'image du gouvernement. Le côté tribal de la chose est encore malheureusement très très prégnant, très très présent dans notre réalité quotidienne. Moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a fait mal, surtout quand cela vient de l'USN, parti qui me tient à cœur, mon parti, c'est que au niveau de ces accords-là, j'ai vu pas mal de monde, et puis là, je suis obligé de parler un peu tribal. J'ai vu des Afar, j'ai vu des Issa, et malheureusement, Monsieur Adan Abdou, je n'ai pas vu d'Arabe, je n'ai pas vu de Gadaboursi, je n'ai pas vu de Essar. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il tout un pan, des pans entiers de la communauté qui sont tout simplement rejetés parce que, tribalement parlant, ils sont écartés? Non, ce sont des choses que vous avez peut-être cru voir, mais les Issa, que ce soit les Arabes, tout le monde soutenait cet accord. Et d'ailleurs, je vais vous dire, un membre de l'ARD
je ne sais pas si vous le connaissez, Maulid, qui était au FIOD avec nous, était là dans la salle avec nous. Il est Isaac, je pense. Et il y avait aussi beaucoup de gens, le député, par exemple, le frère de Souleymane Farah Al-Don était là. Il y a Hamdi, l'arabe, qui devrait être là avec nous. Il était malheureusement ce jour-là à Diredoua, mais ils sont toujours ensemble, ils sont toujours avec nous. Non, il n'y a pas eu, nous, au l'USN, heureusement, non, personne ce que je ne dis, pense c'est qu'au niveau des personnalités qui ont signé, quand même, s'il vous plaît, j'ai des yeux aussi, j'ai pu regarder. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'au niveau de toutes ces signatures-là, il n'y avait pas, ces communautés-là n'étaient pas représentées. Vous n'allez pas nous refaire le même coup et encore, le gouvernement, je pense que de ce côté-là, est beaucoup plus tolérant par rapport aux autres et beaucoup plus ouvert, on va dire, que vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'USN? Il ne se passe rien, parce qu'à l'USN, tout le monde qui est là, toutes les communautés sont acceptées. Mais que je sache, la signature a été faite entre deux personnalités, pas avec plusieurs personnalités. Il y avait le président de l'USN et le premier ministre qui ont signé. Tout le monde n'a pas signé en tant que tribu ou en tant que communauté. Je regrette, mais je n'ai pas vu qu'il y ait des personnalités qui ont signé cet accord, à part ces deux personnalités qui ont été déléguées par deux organisations différentes. L'une, c'est l'USN, l'autre, c'est le gouvernement. D'accord, vous pouvez vous en tirer aussi comme ça si vous le souhaitez. Maintenant, là juste autre chose, je sais que vous êtes de l'ARD, je ne peux parce que bon, j'ai reçu aussi pas mal de mails de nos auditeurs et pas mal de mails concernaient non pas les accords, mais plutôt l'ARD. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ARD et qu'en est-il aujourd'hui? Il y a un ARD, on va dire, légalisé, celui dirigé actuellement par M. Qassem Ahmeddini, et le vôtre qui avait signé quand même ces accords-là, on ne comprend plus rien. Qu'en est-il? Vous savez, j'ai répondu au problème de l'ARD dans plusieurs interventions, dans plusieurs interviews. Pour nous, c'est un quiproquo qui est déjà depuis longtemps enterré. Ça a été pour nous quelque chose de nul et non avenu. Nous n'avons jamais été délégalisés, nous sommes toujours légalisés. Et le reste, pour nous, ça a été un quiproquo qui aujourd'hui est enterré et nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. D'ailleurs, Kassim, dont vous parlez, a approuvé cet accord que nous avons fait. Et je ne pense pas que il y ait de commentaires à faire là-dessus. Aujourd'hui, le gouvernement, si c'est le gouvernement qui doit reconnaître les partis de l'opposition ou la légalité des partis, je crois que nous sommes reconnus et nous avons signé l'accord et nous sommes aujourd'hui partenaires du gouvernement dans cet accord. Par conséquent, les questions ne se posent pas, ne se posent plus pour nous. D'accord, ça marche. Une dernière question avant de vous laisser, Monsieur Adan Abdou. C'est au niveau de la diaspora et puis comme vous l'avez remarqué vous aussi, c'est que bon, il y a eu quelque chose de formidable, qui a suivi février 2013. C'est un élan qui s'est créé ici et on s'est découvert, honnêtement. Grâce à cet élan-là, l'USN a créé énormément de choses. Ça nous a permis, nous, ici, au niveau de la diaspora, de nous connaître, de donner notre avis, de parler enfin entre nous, de se connaître. Ça a été quelque chose d'absolument essentiel pour nous. Ça nous a construit. Ça a été une bâtisse absolument extraordinaire. Voilà pourquoi... entre autres, quand vous avez des conférences téléphoniques, il y a des centaines de personnes qui participent, il y a tout le monde qui veut dire son mot et ainsi de suite. Un élan absolument formidable. Alors deux choses. D'abord, au niveau de l'USN, cet élan-là, pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi vous ne le considérez pas à sa juste valeur? Pourquoi ne considérez-vous pas votre diaspora? Nous pensons qu'à l'USN, on considère la diaspora et l'élan apporté à la lutte de l'USN par la diaspora est énorme et grâce à la diaspora, l'USN a pu être connu dans le monde entier
Et donc, les manifestations, donc, les interviews, donc, partout où les diasporas ont été nombreux ou peu nombreux, la voix de l'USN a été entendue. Nous considérons la diaspora à sa juste valeur. Seulement, vous savez, à Djibouti, nous avons aussi beaucoup de préoccupations. Il se peut que parfois la communication ne passe pas bien et que malgré nous, certaines négligences puissent avoir lieu, ça on peut l'admettre, mais on a toujours considéré la diaspora à sa juste valeur, même si la diaspora aujourd'hui elle a un élan positif et que le soutien à l'USN, il ne semble pas dans certains cas aussi être en phase ensemble et qu'il y ait, on aperçoit quelques divergences. Sinon, nous comptons beaucoup sur la diaspora, nous avons compté, et même pour le futur, nous comptons toujours sur la diaspora, et on veut que la diaspora puisse prendre pleinement sa place dans la lutte, comme prochainement si tout va bien dans le développement du pays. Non, mais justement, une chose, c'est que cette diaspora-là, et je fais partie de cette diaspora, écoutez, de temps en temps, on est vraiment frustré, parce qu'on a l'impression que, un, il n'y a pas de considération, deux, que vous infantilisez cette diaspora-là, on n'a aucune information. Tout ce qu'on a, c'est des espèces d'ordres qui nous arrivent de Djibouti. Maintenant, pour éviter tout ça, écoutez, est-ce que je peux vous faire une proposition, à savoir que bon, on a quelque chose qui s'appelle le Haut Conseil de l'USN. Pourquoi ne pas intégrer, par exemple, deux personnes de la diaspora, un qui viendrait d'Europe et puis l'autre Canada, États-Unis, deux personnes qui puissent intégrer le Haut Conseil, donc, et vu les techniques, les technologies actuelles par Internet, par autres, on peut très facilement faire ce genre de choses. On pourrait inclure un membre de la diaspora s'il y avait consensus sur la personne au niveau de la diaspora, mais techniquement, lorsqu'on est loin du pays, à 6 000 km ou à 10 000 km, de pouvoir travailler avec le Haut Conseil sera difficile. Mais par contre, nous avons des représentants partout et nous communiquons avec les représentants qui doivent relayer ces informations. Il y a les comités de soutien aussi qui travaillent aussi avec ces représentants et parfois pour certains directement avec les hauts conseils. Donc, dans les structures que nous avons fait, nous communiquons dans le cadre des structures. Il y a un secrétaire aux relations extérieures qui s'occupe quotidiennement du problème de la diaspora, donc qui est en ligne toujours avec eux, que ce soit sur le net, que ce soit au niveau des téléphones. Et nous sommes toujours à l'écoute de la diaspora. Mais peut-être que il n'y a pas une coordination, par exemple, efficace qui puisse relayer tous les attentes de la diaspora et ça nous arrive aussi fragmenté. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la diaspora ne communique pas avec nous positivement. Donc nous allons essayer à notre niveau de pallier à ces problèmes de communication. Tant au niveau de la structuration que que des passerelles qu'on doit avoir, que doit avoir le Haut Conseil avec la diaspora. Mais pour nous, il faut savoir, il faut que vous sachiez que la diaspora compte beaucoup. C'est le peuple djiboutien qui est à l'exil et nous attendons beaucoup de la diaspora pour les ignorer. Donc, il y a peut-être des malentendus, mais ces malentendus, nous allons essayer ensemble de dépasser pour faire quelque chose qui marche bien entre nous. D'accord, et juste avant donc, là, il y a tellement de questions qu'on voudrait vous poser. Pour ces jours qui suivent, quel est le programme de l'USN? Voilà, le programme de l'USN, maintenant, mercredi, je crois qu'ils vont rentrer à l'Assemblée nationale, les 8 députés. Il y aura une cérémonie officielle, donc, et tout de suite après, il y aura les commissions paritaires qui vont travailler sur les deux points. Et ensuite, après cela, il y aura
les autres points que les commissions vont étudier, à savoir la décentralisation, la loi sur les communications, les libertés publiques, la nationalité acquis des droits, etc. Donc nous avons plusieurs questions. Donc toutes les questions qui ont trait à la démocratie, à la justice sociale, donc à tout ce qui concerne le devenir du peuple djiboutien seront discutées. Il n'y aura pas de questions taboues. Et donc, ce sera un énorme travail qui va s'en suivre. Donc, dès que tout sera terminé, il y aura un accord définitif sur lequel on pourra apprécier si ces négociations ont été un succès ou elles n'ont pas été un succès. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas préjuger de ce succès ou de l'échec de ces négociations parce que nous n'avons fait qu'ouvrir la porte et ce sont seulement les accords cadres. Et pour ce qui est de l'USN sur le plan, donc l'USN aura aujourd'hui, comme nous avions fait le 1er janvier, notre grand meeting qui n'a pas depuis plusieurs mois été inquiété et même l'ARD était là pour le couvrir. Donc nous espérons faire des tournées, mobiliser nos militants et jouer pleinement nos rôles statutaires dans le pays. C'est ça notre programme. Parfait. Et maintenant, on ne peut pas non plus s'empêcher de penser à quelque chose, à savoir 2016. 2016, c'est demain. Y a-t-il un candidat naturel? Y aura-t-il un vote ou y aura-t-il désignation? Et s'il vous plaît, pas de langue de bois. Vous savez, pour 2016, l'USN a écrit dans sa charte que l'USN va désigner, va élire au sein de... Ça peut être au sein du Haut Conseil, comme ça peut être à l'extérieur, un candidat unique. Donc, pour l'instant, cette question n'est pas encore à l'ordre du jour, mais... Il faudrait quand même que ça le devienne, on est à un an de l'échéance. Oui, nous le savons. Nous préparons donc, nous déblayons le terrain pour cela, parce que si nous voulons la CENI, si nous voulons les chefs de l'opposition, si nous voulons donc un climat politique apaisé, c'est pour peser sur ces élections-là, et l'USL est prête. Le moment venu, donc, vous saurez qui sera le candidat de l'USN si l'USN participe à ces élections. Est-ce que vous pouvez me donner une date, juste une date, s'il vous plaît? Oh, je peux pas pour l'instant vous donner parce que maintenant nous sommes occupés avec l'accord, mais disons que peut-être avant 6 mois, vous aurez quand même une idée de ce que l'USN va préparer pour les élections de 2016. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Adan Abdou, d'avoir voulu répondre à ces questions-là.